Guadeloupe, actualité. Bonsoir à toutes et à tous sur Éclair TV. Merci pour votre attention et votre fidélité. En raison de l'actualité, nous procéderons ce soir à une édition spéciale en lieu et place d'Analyse Hebdo. Je vous propose d'aborder 3 sujets. D'abord, est-il pertinent ou l'intérêt d'avoir nommé une préfète à Marie-Galante? La question est souvent posée par les Marie-Galantais eux-mêmes. D'autre part, il y a eu à Fort-de-France une déclaration des responsables des régions ultra-périphériques. Quelle différence il y a entre la déclaration de Fort-de-France et celle de Basse-Terre? Enfin, nous verrons la nomination d'une femme Premier ministre, ce qui est un événement qu'on peut qualifier d'historique après Édith Cresson sous François Mitterrand. Je vous propose donc d'aborder tout de suite le premier sujet, à savoir la pertinence d'avoir nommé une préfète pour, entre guillemets, faire avancer les dossiers marie-galantais, en tout cas dans leur dimension en lien avec les compétences de l'État. Pour rappel, Marie-Galante connaît au cours de ces dernières décennies un certain nombre de difficultés. Marie-Galante a perdu ses services publics, la maison des services publics n'est plus opérationnelle, le centre hospitalier de Sainte-Marie a perdu la gynécologie et la chirurgie. Marie-Galante, sur le plan économique, a perdu également son abattoir. Et vous connaissez les difficultés qu'il y a eu concernant l'usine de Grand-Anse. Enfin, sur le plan démographique, la tranche d'âge des moins de 20 ans est très largement en deçà de ce qui permettrait à une génération de pouvoir se renouveler. Donc, c'est vrai qu'il s'agit d'une île qui connaît un certain nombre de difficultés et pour laquelle les élus ne sont pas restés inactifs puisqu'ils ont déjà mis en place plusieurs programmes, dont celui qui est encore opérationnel pour les territoires ruraux. Il s'agit du programme LEADER, programme européen. Que vient faire donc une préfète au niveau de Marie-Galante? Doit-on regarder cette nomination comme le fait que les élus de l'île ne disposent pas suffisamment de prérogatives pour pouvoir engager un certain nombre de dossiers? En fait, il faut comprendre la stratégie de l'État et un principe qu'il dégage. La stratégie de l'État, c'est de contractualiser. Il contractualise à 2 niveaux, soit au niveau des contrats de convergence ou des contrats de plan État-région devenus contrats de convergence, soit qu'il contractualise au niveau intercommunal, et il y a ce qu'on appelle les contrats de relance et de transition écologique. C'est le cas pour Marie-Galante, qui bénéficie d'un contrat de relance et de transition écologique pour un montant global de 29 millions d'euros. Et le principe qui est celui de l'État et qu'on a vu par exemple pour la structure unique de l'eau, où l'État n'a pas hésité par rapport à son engagement financier à même réquisitionner le personnel, on constate que dès lors que l'État s'engage majoritairement financièrement dans un projet sur des politiques locales, eh bien qu'il mène, en tout cas, il veille au grain et par conséquent nomme un haut fonctionnaire pour pouvoir préciser, en tout cas veiller à ce que les stratégies qui sont menées ainsi que les objectifs correspondent bien aux engagements pour lesquels les sommes ont été mandatées. Et c'est vrai que sur les 29 millions d'euros du contrat de relance et de transition écologique, 17 millions, un peu plus de 16 millions sont de la responsabilité de l'État. La région met un peu plus de 5 millions, la communauté des communes de Marie-Galante à peu près 4 millions. Et donc, l'État étant le plus gros financeur, a jugé utile de nommer une préfète de telle sorte que cette préfète, et je dis bien qu'elle est préfète, Madame Ambroise appartient bien au corps préfectoral, même si elle a exercé des fonctions de sous-préfète, mais elle a été nommée de manière à suivre des dossiers dans lesquels l'État est particulièrement engagé, en tout cas majoritairement engagé, sur le plan financier. Donc, il n'y a pas de surprise particulière
à avoir quant à la nomination d'une préfète pour 3 communes. Mais il y a des spécificités et surtout, il y a des interfaces entre les politiques locales et les dispositifs nationaux qui font que certains de ces dispositifs ne sont pas suffisamment, en tout cas efficacement utilisés par les acteurs locaux. Et l'État a jugé opportun de trouver quelqu'une, en tout cas de nommer quelqu'une qui ferait l'interface sur les dispositifs nationaux, là où l'État est le plus engagé financièrement au niveau des politiques publiques locales, eh bien, quelqu'une qui ferait l'interface entre les élus et les dispositifs nationaux. Maintenant, personne ne peut nier de l'intérêt ou de la pertinence de cette nomination, mais elle peut aussi générer un certain nombre de difficultés. La première, c'est que les hauts fonctionnaires de l'État fonctionnent sur la base de la déconcentration administrative, donc logique verticale descendante, alors que la décentralisation fonctionne sur une logique très transversale, aucune collectivité n'ayant d'autorité de tutelle sur une autre collectivité. C'est prévu par la Constitution. Alors, jusqu'où ira la nouvelle préfète de Marie-Galante, de telle sorte que sa démarche de transversalité n'aboutit pas à ce qu'elle entre dans une logique d'opportunité, c'est-à-dire qu'elle exerce un certain contrôle sur les choix qui seront effectués, alors qu'en réalité, en décentralisation, l'État a surtout un rôle de contrôle de légalité des actes administratifs. Donc, on aura l'occasion de la voir à l'œuvre, de voir dans quelle mesure elle crée cette interface, mais dans le respect des prérogatives locales. Elle a reçu une feuille de route en quatre grands objectifs, dont celui de coordonner une partie de l'action des collectivités. Attendons voir comment elle appréhendera sa logique administrative qui est celle de l'État par rapport à une décentralisation qui demande davantage de responsabilité. Il n'empêche que le contrat de relance territoriale, en tout cas écologique et territoriale, le contrat de relance de transition écologique, manque cependant sur 3 points. Le premier ne traite pas suffisamment de la problématique du tourisme, ne traite pas non plus suffisamment de la problématique de la continuité territoriale, et il faut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment un plan de développement ambitieux pour Marie-Galante, sinon un des projets les plus importants qui serait la relance de l'abattoir, mais qui ne suffira pas à lui seul à dynamiser l'île et de toute façon à éviter l'exode massif des jeunes. Attendons voir quelle méthodologie utilisera la nouvelle préfète et nous aurons l'occasion de faire un point d'étape sur les premiers contacts qu'elle a commencé à avoir d'ailleurs avec les élus de l'île. Il s'agit d'un contexte tout à fait différent de l'appel de Basse-Terre. Je voudrais rappeler que l'appel de Basse-Terre se situait parfaitement dans la décentralisation et la départementalisation. Simplement, une modification de la Constitution était intervenue le 28 mars 2003 qui donnait davantage d'autonomie à l'outre-mer, y compris la capacité de pouvoir changer les institutions. Et Lucette Michel-Chevry, à l'époque, dont on connaît la fibre identitaire s'agissant de la prise de responsabilité locale, avait eu un consensus avec le mouvement nationaliste et profitant de la modification constitutionnelle qui donnait la possibilité, après consultation de la population, de pouvoir modifier les institutions, avait, en accord avec le président de la République de l'époque, consulté les électeurs sur une évolution des institutions guadeloupéennes qui avait été rejetée. Donc on reste dans cette première consultation dans le cadre de la départementalisation. Cependant, on s'appuie sur une modification de la Constitution. En 2022, il s'agit des régions ultrapériphériques, toutes régies par l'article 73. Ces régions ultrapériphériques ont demandé à travers la déclaration de Fort-de-France 2 éléments fondamentaux, à ce que l'État revoie ses relations avec l'outre-mer pour qu'elles soient moins tutélaires et davantage partenariales. D'autre part,
que le pouvoir soit davantage domicilié sur place. Quand on parle de domiciliation sur place, c'est la capacité à avoir non seulement davantage de compétences, mais également à édicter des normes, donc des règles applicables à leur population des différents territoires ultramarins que les élus pourraient faire eux-mêmes. Et on peut parler maintenant de fin de la départementalisation, en tout cas d'une incompatibilité de plus en plus poussée de la départementalisation avec la décentralisation. La départementalisation, c'est l'identité législative. Or, vous voyez bien, et on a eu l'occasion d'en faire la triste expérience avec l'obligation sanitaire, vous voyez bien que souvent un certain nombre de lois en matière d'environnement, en matière de santé, mais également en matière économique, ne sont pas adaptées à la réalité locale. Et compte tenu que nous sommes dans l'identité législative, eh bien, ces lois sont en décalage par rapport à la réalité que nous vivons. On est donc dans une fin de cycle, on peut dire les choses telles quelles, de la départementalisation. De notre côté, au niveau de la décentralisation, qui était censée donner davantage de pouvoir aux élus de manière à être plus proche de la population. Que constate-t-on? Prenons et analysons le mouvement social à la Guadeloupe. On constate que dans bon nombre de sujets, si l'État n'apporte pas sa contribution, alors même que nous sommes en décentralisation, ces sujets ne peuvent pas faire l'objet d'une négociation et de la contractualisation d'objectifs entre les acteurs locaux. Ce problème qui se pose à la Guadeloupe se pose dans l'ensemble des régions ultrapériphériques régies par l'article 73, et je reste persuadé que le résultat des élections présidentielles où le Rassemblement national dans ces régions ultrapériphériques en particulier régies par l'article 73 a eu un score qui a défié tous les pronostics, ont bien montré aux élus de ces régions qu'il y a un décalage de plus en plus important entre leur politique publique et les attentes de leur population. Et c'est la raison pour laquelle cet appel de Fort-de-France est la conséquence d'un crédit de moins en moins important des élus au regard en tout cas des électeurs. Et je dis que ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, puisque même la Réunion, qui est très conservatrice, a signé ce document. La réalité, c'est que les populations votent pour des élus et ont de moins en moins, en tout cas de plus en plus de mal à comprendre que lorsqu'il s'agit de régler un problème local, les élus doivent encore s'appuyer sur l'État. C'est la raison pour laquelle, constat d'un quasi-échec sur le plan électoral, en tout cas de la crédibilité des élus par la victoire du Rassemblement national, ces élus ont demandé à l'État deux choses. Un, de revoir les relations entre la France et l'outre-mer en quittant la notion d'identité législative, donc fin de la départementalisation. Deuxièmement, à domicilier le pouvoir sur place, ça veut donc dire une décentralisation beaucoup plus poussée. Je reste persuadé que cette démarche aboutira favorablement, puisque je rappelle que le président de la République actuellement élu, il faudra attendre le futur gouvernement, mais dans l'ensemble, la classe politique française est très largement favorable à ce qu'il puisse y avoir une émancipation beaucoup plus poussée de l'outre-mer. Donc cette démarche sera certainement fructueuse. Reste à savoir dans combien de temps et comment, au niveau de chacune des populations qui doivent être consultées, puisqu'il y en aura 5, comment les populations appréhenderont cette évolution des élus. Alors c'est d'abord la nomination d'une femme. Je crois qu'il faut surtout voir l'acteur politique, plus que la femme, même si c'est historique, il faut le reconnaître, en tant que personnalité de gauche, puisque c'est une femme, on sait, elle a une sensibilité de gauche, mais en même temps qui est dans le sérail de la technocratie française, puisqu'elle est polytechnicienne, je crois. Donc, on est bien dans une nomination où le président de la République, je le répète, à la recherche d'un humanisme social, doit trouver un compromis
entre la nécessité de sécuriser le monde du travail qui est attaché à une logique néolibérale, en même temps doit s'attaquer à des sujets sociaux importants tels que la retraite, tels que le blocage des prix de certaines denrées de première nécessité, tels que la lutte contre la précarité, donc l'augmentation du pouvoir d'achat. Il fallait nommer quelqu'un qui ait cette sensibilité sociale de gauche tout en étant dans la logique néolibérale. D'ailleurs, je rappelle qu'elle était ancienne ministre du Travail et que par conséquent, elle a mis en place un certain nombre de dispositions issues de la loi El Khomri qui a visé à assouplir en tout cas les relations entre les employeurs et les employés en matière de rupture et de contrat de travail. Donc, il s'agit en fait d'une nomination qui est moins attachée à la spécificité féminine qu'au cursus effectivement de cet acteur politique. Elle est nommée de manière tout à fait transitoire puisque le Premier ministre définitif sera nommé après que l'Assemblée nationale ait élu ses députés, puisqu'il doit être de la même couleur politique que les députés. Et ensuite, on verra si le président de la République lui renouvelle sa confiance, quels sont les membres du gouvernement qu'elle conservera, puisqu'il va y avoir dans les 48 heures annonce des membres du gouvernement provisoire, et reste à savoir, en fonction de la majorité qui ressortira de l'Assemblée, est-ce que ce gouvernement et le Premier ministre seront les mêmes ou est-ce qu'il y aura un changement total? Dans tous les cas, c'est un bon compromis que le président de la République a lui-même évoqué, puisqu'il ne parle plus de la République en marche, il parle du mouvement Renaissance. Et s'il parle du mouvement Renaissance, c'est qu'il reconnaît la nécessité de mourir symboliquement au niveau du quinquennat passé pour renaître d'une autre manière au niveau du quinquennat à venir. Alors espérons que Elisabeth Borne, la nouvelle Premier ministre, si elle reste en fonction après les législatives, saura faire cette transition entre la mort symbolique de l'ancien quinquennat et la renaissance du nouveau quinquennat. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.